Quel soulagement! Le tournoi de Madrid est enfin terminé. Ça a été compliqué. Honnêtement, ça a été prometteur au début, mais sur la fin, ça a été chaotique avec un match qui se joue par jour. Mais heureusement, les dames ont vraiment sauvé le tournoi avec une superbe finale entre Swiatek et Sabalenka. Ça a été plus compliqué pour les hommes, même si ça fait 3-7 entre Roublev et Auger-Aliassime. Et c'est le Russe qui décroche son second titre en Masters 1000 après Monte-Carlo en 2023. Pour revenir un petit peu sur l'ensemble de ce tournoi, je suis avec Rob et Josh. Salut les gars. Salut, salut. Salut. Donc on va parler un petit peu de tout ça, faire le bilan, également toutes les incertitudes qu'on a à l'approche de Roland Garros. Ça promettait quand même le deuxième grand chelem de l'année. Et là en ce moment, il y a beaucoup d'interrogations. On revient tout de suite après le jingle. On attaque tout de suite avec les deux finales, donc deux ambiances différentes du côté des dames et du côté des messieurs. On commence tout de suite avec Roublev qui s'impose contre Auger-Aliassime 4-6, 7-5, 7-5, un match très compliqué où on a senti le Russe un petit peu malade, tout blanc quand il est rentré sur cette rencontre, beaucoup de fautes. Et heureusement, le troisième set va vraiment sauver cette rencontre. Rob, qu'est-ce que tu as pensé de cette affiche? Est-ce que c'est une belle victoire pour le Russe par rapport à son dernier titre en Masters 1000 qui était à Monte-Carlo il y a un an? C'est une victoire qui va lui faire beaucoup de bien parce qu'il était clairement dans le dur ces derniers temps. Il arrive à Madrid avec 4 défaites consécutives et franchement, jamais on se dit qu'il va pouvoir gagner le titre ici. Je pense que personne ne l'avait vu plus ou moins. Et après des premiers matchs, hein, bon, le premier match ça allait, mais après 2 matchs un peu compliqués où il n'était pas encore trop dedans, vraiment, il a fait un super match contre Alcaraz, j'ai trouvé. Même si c'était un Alcaraz un peu diminué, c'était quand même du Alcaraz à domicile qui était double tenant du titre. Et franchement, très très belle performance de sa part. Et ensuite, très costaud quand même, parce que même s'il était favori de ce tournoi à partir des demi-finales, il fallait tenir son rang quand même, c'est jamais évident. Et très bon match en demi-finale. Et là, cette finale, alors il a déclaré juste après le match qu'il avait un peu de fièvre. Ça peut expliquer aussi son début de rencontre, mais après, je l'ai quand même trouvé supérieur à Auger-Aliassime, il était plus solide sur ses engagements, assez offensif, il retournait très très bien. Et on sentait inexorablement que petit à petit le Russe allait le faire et finalement il finit par le faire juste avant le tie-break. Heureusement pour lui d'ailleurs, ça lui évite peut-être un petit piège en fin de rencontre. Mais une belle victoire qui va le faire beaucoup de bien et qui pour moi le replace potentiellement parmi les outsiders pour Roland Garros en tout cas. Il faudra pour ça qu'il passe les quarts de finale en Grand Chelem, ce qu'il n'a jamais fait pour le moment. Josh, pour toi, déçu par la prestation de ton frérot Auger-Aliassime ou plutôt Ouais, satisfait par alors, rapport au faible temps de jeu qu'a eu le Canadien tout au long de la semaine? c'est sûr. C'est sûr qu'il a eu une opportunité en or devant lui pour gagner son premier Masters 1000. Je pense pas que ça arrivera de si tôt pour Félix, malheureusement. On lui souhaite, mais pour moi, c'était une occasion en or de jouer une finale en Masters 1000 contre Roublev, qui n'est pas non plus un as des Masters 1000. Il bénéficie d'un départ complètement raté du Russe. Voilà, il arrive quand même à boucler ce set malgré un débreak. Et après, ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que les failles de Félix sont revenues à la surface au fur et à mesure du match. On sent qu'il est ultra dépendant de sa première balle au service. C'est vraiment affolant. Et en plus, effectivement, côté revers, ça fait la faute beaucoup trop vite. Face à un Roublev qui, je trouve, se canalise de plus en plus. Il arrive vraiment à bien manœuvrer ses adversaires avec son revers. Le coup droit est déjà très très costaud et très puissant. Et je trouve que le revers monte en gamme au fur et à mesure. Et Roublev est plus fort que Félix Auger-Aliassime côté revers. Et ça s'est vu. Félix fait la faute très très vite dans l'échange côté revers. Et donc, ça lui a permis non sans mal hein, quand même à Roublev de remporter ce match, de renverser ce match. Il y a eu un troisième set quand même où ça a mieux joué, mais voilà, on sent que ces deux joueurs qui ne sont pas vraiment habitués à ces stades de compétition, à ces tout derniers matchs de gros tournois. C'est quand même le deuxième Masters 1000 de Roublev qui prouve que c'est un vrai top 10 selon moi. Roublev, c'est vraiment voilà, un niveau de jeu moyen vraiment de vrai top 10. Et voilà, on attend de voir ce que ça va donner pour Roland Garros. On espère que ce sera de bon augure. Et il a une vraie carte à jouer pour ce Roland Garros, étant donné qu'on en parlera juste après, mais beaucoup de cadors sont incertains. Tu parlais de la diagonale revers et une qui a eu du mal contre Sabalenka dans cette diagonale, c'est Swiatek, même si elle finit par s'imposer dans un magnifique match. Honnêtement, les dames ont vraiment sauvé ce tournoi, je trouve. On aura l'occasion d'y revenir. Une victoire 7-5, 4-6, 7-6.
27 victoires, 4 défaites en finale pour la Polonaise, si on inclut aussi ses titres sur le circuit ITF. Donc franchement, chapeau, une super performance. Ça a joué très très bien, même si à la fin, Sabalenka, on a vu qu'elle commençait à perdre un petit peu son jeu de jambes, qu'elle a joué peut-être un petit peu petit bras, qu'elle a eu des occasions de boucler ce match, des balles de match. Et c'est finalement Swiatek qui a pris le meilleur pour battre la tenante du titre à Madrid, pour décrocher son premier sacre dans la capitale espagnole. Rob, un avis sur ce match? Franchement, on s'est régalé. C'est le match du tournoi, hein, le match féminin de l'année sûrement, et pour moi le match du tournoi, hommes et femmes confondus. Franchement, c'était génial. C'est très rare que les deux meilleures joueuses du monde s'affrontent en finale à Madrid. Je crois que la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a l'an dernier, il me semble. Mais sinon, c'est quand même assez rare, et franchement, on a eu un gros combat. Swiatek, du coup, qui prend sa revanche de l'an dernier où elle avait été battue en finale par cette même Sabalenka. Et ouais, c'était un niveau de jeu fou, quoi. Les deux voulaient pas lâcher. Sabalenka qui sauve, Swiatek qui sauve 3 balles de match. Franchement, c'était fou. Même au tie-break, c'était une intensité de dingue. On sentait que ça pouvait tourner d'un côté ou de l'autre. Et franchement, c'est le genre de match où les deux méritaient, honnêtement. Et au final, c'est Swiatek qui s'en sort parce que voilà, elle a peut-être ce petit truc en plus mentalement. Voilà, comme tu l'as dit, en finale 27-4, quoi. Et elle est très très solide. Et voilà, elle fait vraiment figure, comme d'habitude, de favorite à Roland-Garros. Maintenant, j'ai envie de dire que le niveau se resserre aussi, c'est ce qui est intéressant dans le tennis féminin. On voit une Sabalenka qui est capable de poser des problèmes à Swiatek sur terre. Rybakina l'a battue à Stuttgart, c'est intéressant aussi. Donc je pense qu'on aura un super Roland-Garros chez les femmes, j'espère, parce que franchement, il y a des belles choses cette année et de belles histoires à raconter. Ouais, et surtout aussi Sabalenka qui a su passer un petit peu outre l'extra sportif qu'elle subit Aussi, entre ouais. guillemets depuis quelques semaines. Donc franchement, une sacrée performance qui a galéré quasiment à tous ses matchs. Josh, un mot sur cette finale. Swiatek t'a Ouais, impressionné? ouais, très vite, hein. C'était un petit chef-d'œuvre, quoi. Enfin, quelle finale, quel tennis. C'est le tennis qu'on aime. Vraiment un combat incroyable de plus de 3 heures. Enfin, c'est la dimension physique des filles. On a deux joueuses ultra physiques. Et en plus, qu'on voit des parpaings, donc quand tu as ces deux conditions réunies, ça peut faire une masterclass. Et c'est ce qui s'est passé hier. Le mental de Swiatek, vraiment au bout du match, aller sauver ses balles de match de cette manière. C'est fou. Alors que Sabalenka, qu'est-ce qu'elle envoie, hein. Je pense, c'est la joueuse la plus puissante, hein, du circuit. Et elle envoie des pruneaux même sur terre battue. Alors on est à Madrid, donc ça prend un peu plus, mais elle reste incroyable. Enfin, Sabalenka comme Swiatek. Et on a cette opposition de style qui me plaît, hein, entre Sabalenka alors j'allais dire la finesse, mais pas la finesse quand on voit ce qu'elle délivre aussi, mais c'est plus la propreté, on va dire, la justesse. Et t'as Sabalenka qu'on voit c'est un marteau-piqueur et elle envoie vraiment des ogives. Et ça donne des matchs incroyables. Et là, c'est ce qu'on a eu hier, donc exceptionnel. Et j'ai vraiment hâte de ce Roland-Garros, enfin de Rome puis Roland-Garros, pour pourquoi pas les revoir nous délivrer un autre match de cette qualité. En tout cas, on sera là pour surveiller un petit peu tout ça avant de parler plus en détail de ce tournoi de Madrid, de dresser un petit peu notre bilan, un mot du partenaire de cette vidéo qui va nous accompagner jusqu'à Roland-Garros, The Bet qui est un site de paris sportif. Donc, il s'agit d'une activité qui est pour les majeurs. Il faut au moins avoir 18 ans pour pouvoir parier et investir de l'argent qu'on peut perdre, sachant que c'est du pari sportif et il y a toujours cette partie aléatoire. Donc, si vous n'avez pas de compte chez The Bet, vous avez le lien que je vous mettrai dans la description en commentaire, ou le code promo pour vous inscrire GST en majuscule, et ça vous donne accès à un bonus de bienvenue sur votre premier pari, qui soit gagnant ou perdant. Il est remboursé à hauteur de 100 € en free bet, donc c'est pas mal pour se faire plaisir pour Rome, pour Roland Garros. Si vous avez l'œil sur une ou deux affiches, ça peut valoir le coup. Donc voilà, un grand merci à The Bet de sponsoriser cette vidéo et de nous accompagner jusqu'à Roland Garros. Et on revient sur le tournoi de Madrid avec un bilan, plusieurs points à aborder. Déjà, inquiétude pour Roland Garros, avec beaucoup d'incertitudes. C'est vrai qu'il y a quelques jours, on se disait chouette, on va se régaler à Roland Garros. Il y a plein de joueurs qui sont en forme, Alcaraz, Sinner, franchement, ça promet, Tsitsipas qui revient, etc., etc. Là, il y a Roublev qui revient aussi. Et au final, ça part un petit peu en boudin tout ça, parce que Djokovic, il joue pas, il a fait que Monte Carlo, il va revenir à Rome. Après, on sait qu'il est capable d'élever son niveau de jeu. Sinner, il a eu des déclarations très compliquées par rapport à cette douleur à la hanche. Alcaraz, pareil, avec cette blessure à l'avant-bras, qui est forfait pour Rome. Medvedev, je sais qu'il n'a jamais trop brillé sur terre, mais là aussi, il a eu cette alerte physique. Tsitsipas, Ruud, qui sont en vert, qui reviennent bien. Je pense que il y a eu cette décompression logique à Madrid. Zverev et Rune, on les attend, qui reviennent, qui tapent un peu du poing sur la table. Rob,
Comment tu vois ça à quelques semaines de Roland-Garros? Est-ce que tu es inquiet pour le Grand Chelem parisien par rapport à toutes ces incertitudes? Avant toutes ces incertitudes, j'étais en train de me dire que c'est peut-être, on avait peut-être le meilleur Roland-Garros de la décennie à venir parce que franchement, il y avait beaucoup, beaucoup de prétendants. Maintenant, là, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Alors, Djokovic, je me fais pas trop de soucis. Enfin, je pense quand même que là, à Rome, il va avoir la place avec les forfaits de Sinner Alcaraz, il aura la place pour faire un bon parcours et gagner de la confiance. Donc, je pense qu'il sera au rendez-vous et qu'il aura quand même un bon niveau de jeu à Paris. Je vois pas forcément gagner, mais je pense qu'il aura un bon niveau de jeu. Je suis beaucoup plus inquiet pour Sinner parce que sa déclaration est pas rassurante du tout. Il dit même que s'il n'est pas remis, il pourrait être absent pour très longtemps. C'est quand même assez inquiétant. Après son début de saison, il pourrait peut-être rater, je sais pas, plusieurs semaines, plusieurs mois, on sait pas trop. Il n'a pas voulu donner trop d'indications, mais c'est quand même très inquiétant. Alcaraz, je suis moins inquiet. Je pense qu'il sera à Paris. Maintenant, il n'aura pas trop de rythme. Donc, il faudra faire attention au premier tour. Il pourrait peut-être avoir des pièges et il sera peut-être plus vulnérable que d'autres joueurs à ce moment-là. Et après, ouais, ça continue avec même Medvedev. On ne sait pas trop ce qu'il a. Je pense qu'il ira quand même tenter le coup à Rome parce qu'il a mis le point à défendre. Mais si vraiment il peut pas, il ira peut-être pas et ça sera aussi inquiétant pour Roland. Donc, ouais, beaucoup d'incertitudes. Au final, Tsitsipas et Ruud sont peut-être ceux qui s'en tirent le mieux, même s'il y a eu un mauvais parcours à Madrid, bah, ils sont pas trop fatigués. J'ai envie de dire que les conditions de Madrid, de toute façon, c'est pas celles qui sont les plus importantes pour briller à Roland-Garros, donc c'est peut-être pas trop grave. Et comme tu as dit, ouais, on attend Zverev et Rune à Rome, deux joueurs qui peuvent être des prétendants, des outsiders aussi. On espère qu'ils pourront montrer de belles choses pour pourquoi pas planter le bout de leur nez par la suite. Ouais. Et toi, Josh, ta pensée un petit peu Ouais, sur cet état de forme des différents joueurs? très compliqué et en même temps très intéressant. On va voir ce que ce Roland va donner. Moi, c'est vrai que quand je vois tous ces noms qui sont incertains, ces blessures, Alcaraz, Sinner, je me dis que ouais, on va avoir des petites surprises à Roland-Garros, des quarts de finalistes dont on s'y attend pas trop. Et ça pourrait venir, on va dire, pimenter le tournoi avec des nouvelles, enfin des joueurs qui en profitent tout simplement, ou alors des joueurs qui arrivent enfin on va dire, à percer, à faire une belle deuxième semaine en Grand Chelem. C'est vrai que enfin, je suis en même temps, on va dire, inquiet parce que voilà, c'est des joueurs quand même que j'adore, que tout le monde adore. Hein. Sinner, Alcaraz, le fait de les voir peu en forme, ça m'inquiète un peu. Voilà, Sinner qui potentiellement va être forfait à Roland, on ne sait pas trop encore. Voilà, alors lui, il n'a pas trop de points à défendre à Roland cette année. Hein. C'est plus après à Wimbledon où il fait demi-finale. Donc on va voir comment ça se passe. Mais bon, derrière, les autres ont des points à défendre aussi. Hein. Daniil Medvedev va avoir tous ses points de Rome là. Donc en fait, tout se suit. Mais ça va être, c'est vrai qu'il faudrait pas que ce Roland Garros vire on va dire, à l'infirmerie, quel est le joueur qui ira à l'infirmerie le plus vite, enfin le moins vite. Enfin voilà, il faudrait quand même qu'on ait du combat, il faut qu'on ait des cadors. Après, c'est pas forcément, enfin, les meilleurs matchs de la quinzaine ne viennent pas forcément des cadors, mais c'est quand même des piliers qui viennent te garantir un certain niveau de jeu sur Roland Garros. Donc, assez inquiet. Moi, je voyais Alcaraz gagner ce Roland Garros. Là, c'est vrai que je commence à me rétracter parce que je me dis qu'il a joué que Madrid, où il se fait sortir par Roublev. Donc, il y a pas de preuve qu'Alcaraz a le niveau pour gagner Roland Garros à l'instant T. Surtout qu'il est gêné. Donc, ça va être C'est intéressant de ça, voir ça. et surtout depuis Wimbledon, au final, c'est qu'Indian Wells. C'est ça. Sinon, C'est ça. c'est le néant. Exact. Donc, ça va être intéressant. Je suis en même temps inquiet et en même temps intrigué, intéressé de voir ce qui va se passer. Et j'ai mis 3 points qui résument un petit peu aussi ce tournoi de Madrid à aborder en question un petit peu one shot. Le Masters 1000 déjà sur 12 jours, qui est clairement un enfer. Enfin, ça a été très compliqué à suivre en tant que passionné, mais aussi en tant que suiveur de tennis avec ce format où je trouve ça pas du tout attractif. On perd des gens, il y a eu des journées où il y a eu qu'un match avec des blessures, des abandons, etc. C'était chaotique cette fin de tournoi, alors qu'on avait eu un début plutôt prometteur. Et quitte à faire 12 jours, pour moi, il faudrait plutôt s'aligner sur un format comme Indian Wells, où tu as tous les quarts qui se jouent en même temps, tu as les deux finales en même temps, c'est beaucoup plus agréable à regarder, il y a beaucoup plus d'effervescence autour. Et là, c'était vraiment une purge, c'est ce que tu disais, Josh, si tu veux compléter par rapport à la petite vidéo, la petite pastille que tu nous as faite en short sur ce format-là. Ouais, c'est ça. En fait, le suivi devient très très compliqué. On est perdu.
Enfin, moi, personnellement, les Masters 1000, c'est quand même des tournois que j'attends dans l'année. C'est quand même des très, très gros tournois. T'es content quand Monte-Carlo arrive, quand Madrid, quand Rome arrive. Enfin, même les 9 sont des très, très beaux tournois, donc t'es content. Et là, c'est vrai que enfin, j'aimais cette intensité sur les 7 jours. J'aimais ce suivi, cette répétition, cet enchaînement, cette frénésie justement des Masters 1000. Et là, on perd totalement cet aspect. Voilà, les joueurs ont des jours de repos, les demi-finales, enfin, des joueurs qui jouent pas le même jour à la fin. Ça me rappelle l'ancienne formule à l'Open d'Australie où il y avait une première demi-finale le jeudi et l'autre le vendredi. Enfin, c'est vraiment indigeste. Et je trouve que ouais, on perd en suivi. Donc là, ils ont trouvé la formule pour certes peut-être assurer la croissance du tennis parce que c'est l'objectif qui est affiché, annoncé par l'ATP, mais tu perds une partie du public qui n'arrive plus à suivre ton tournoi. Et en plus, d'autant plus quand ça se passe comme ça vient de se passer à Madrid, où tu as des abandons, des forfaits dans tous les sens, tu n'as plus de tournoi. Donc c'est dommageable. Tu partages cet avis, Rob? Bah ouais, puis je comprends pas cette histoire de croissance parce que, enfin, même nous, en tant que suiveurs de tennis, par moment, on était vraiment blasés de ce tournoi parce que, bah, on avait peu de matchs. En plus, le peu de matchs qu'on avait à la fin, c'était en ice session, donc la journée, t'avais vraiment rien. T'avais un match qui commençait à 16 heures, donc la journée, t'avais rien, et après, tu devais attendre 2 ou 3 heures pour avoir la night, donc ça avait pas de sens. Et ouais, je vois pas pourquoi il y aurait une meilleure croissance avec ça, parce que déjà, nous, peut-être qu'il y en a certains fans qui regardent moins parce que bah, ça les use. Donc, je vois pas pourquoi les gens qui ne suivent pas le tennis seraient attirés par ça, en fait. Enfin, le but, c'est quand même ça. Et au final, j'ai l'impression que sur les Masters 1000, t'attires personne. Donc, assez d'accord, ouais. Ouais. Donc à voir s'ils font marche arrière, ce dont je doute. Mais pour le moment, voilà, les Masters 1000 français qui font de la résistance sur cette semaine. Et on voit que c'est beaucoup plus dense et beaucoup plus intéressant à suivre que là où c'est vraiment désastreux par rapport à ce qu'on a vécu à Madrid. On espère avoir du mieux à Rome. Deux petites questions à la volée pour vous, messieurs. L'arbitrage électronique sur terre battue, on a vu Rafael Nadal, où il y avait une marque qui était clairement bonne sur l'un de ses matchs. Enfin, je prends celui-ci en exemple parce que je l'ai en tête, et que l'arbitrage électronique disait qu'elle était faute. Est-ce que vous êtes pour ou contre sur terre battue, Rob? Bah, moi, je comprends pas l'intérêt, en fait, parce qu'on a les marques. Donc, je vois pas pourquoi on rajoute un arbitrage électronique. C'est l'innovation de Madrid parce que c'est un tournoi un peu bizarre où tu pourras avoir des Ça conditions qui sera font ça à penser un partir peu de à de l'indoor. 2025. Tout sera uniformisé Ouais, sur mais ce modèle-là. Donc, ça a pas de sens parce que ça crée des erreurs et on a la trace en fait. Donc je vois pas pourquoi la trace ne fait pas foi en fait. Pour moi, ça doit être la trace avant tout et je vois pas pourquoi on rajoute un Hawkeye. Et en plus, il y a parfois un petit peu d'erreur. On l'a vu avec Rafa. Alors, je pense que Rafa quand même il a disputé des centaines de matchs sur terre battue. C'est pas le genre à tricher ou quoi. Si la balle elle est faute quoi. Il a vu faute. Et en plus, on voit la marque après, on voit qu'elle est faute et le Hawkeye dit qu'elle est bonne. Donc, enfin voilà quoi, ça montre que c'est stupide, mais bon. C'est encore une décision qu'on Ouais, comprend pas trop, malheureusement. plutôt contre. Et toi, Josh? Ouais. ouais, je vous suis, hein. C'est vrai que sur terre battue, il y a cette beauté de la trace, justement, comme c'était Ouais, évoqué bah, ouais. là. Voilà, tu as la trace, les terres battues sont vraiment faites pour que la trace soit mise en évidence. Tu n'as pas, enfin, de Wokai, dans l'idée, hein, dans l'idée générale, c'est révolutionnaire parce que ça t'enlève tout ce travail de aller voir, machin. Alors oui, est-ce qu'elle est faute, est-ce qu'elle est bonne? Ces scènes qu'on a vues hein, avec plein de Mm. joueurs et joueuses qui contestaient avec l'arbitre, là ils font ça, voilà. Et le Wokai, c'était censé un peu faire disparaître tous ces petits malentendus entre joueurs, joueuses et arbitres. Sauf que là, c'est vrai que ça perd un peu de son sens sur cette surface, je trouve. On a des erreurs, encore comme on l'a vu avec Madrid. Donc, à partir du moment où tu as des erreurs avec le Wokai sur terre battue, il y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas, et je pense que, ouais, on n'a plus. Enfin, ça perd en authenticité. Et c'est encore une fois dommage. Et encore une fois, on va dire que le but de la manœuvre, c'est que il n'y ait plus, enfin, le taux d'erreur soit nul. Et là, on voit que c'est pas le cas, donc c'est dommage. C'est clair. En plus, t'enlèves, enfin, pour les joueurs, ça rajoute un peu de pression, de stress, de dire, ben, la machine peut se tromper. Donc, Ouais. ça rajoute une zone de vigilance et on
On perd aussi des images iconiques comme en 2009, Fernando Don González contre Robin Soderling qui avait essuyé avec ses fesses la crasse qui pour lui était bonne. Donc sur ça, c'est bien dommage. Et dernier point qui fait écho un peu avec ces deux finales qu'on a eues, deux ambiances, avec des femmes qui se montrent peut-être plus solides que les hommes. Qu'est-ce que vous pensez un peu sur ce premier trimestre rapidement, question à la volée, est-ce que pour vous, les femmes avec ce Big Four qui commence à s'installer montrent un peu plus de régularité, de stabilité que le circuit messieurs? Pourtant, ça a souvent été critiqué chez les dames. Ton avis, Rob? Je parlerais peut-être plus de Big Free, moi, parce que je trouve que Goff, malheureusement, a du mal à confirmer son sacre à l'US Open, ce qui est normal, hein. Elle est jeune, elle est sacrée à domicile, forcément, il faut un temps pour digérer tout ça. Il y a rien à. Enfin voilà, je suis pas là pour l'accuser, mais je trouve que c'est plus Rybakina et Swiatek qui sont très bonnes cette saison, et Sabalenka sur ce tournoi a montré aussi qu'elle était bien là. Donc ouais, on a un bon Big Free qui est souvent dans les derniers carrés des gros tournois, donc ça c'est plutôt positif. Il y a encore quelques surprises. Mais c'est vrai qu'on commence à voir un peu une sorte de hiérarchie qui se dessine chez les femmes. Après, chez les hommes, je suis pas trop inquiet. Je pense que c'est plus là récemment parce qu'il y a des blessures, certaines méformes, Djokovic pas trop là, etc. Mais voilà, si on arrive à retrouver un Sinner et un Alcaraz qui sont à leur top niveau et un Djokovic qui retrouve un très bon niveau, je pense qu'on aura aussi ce Big Free sur la deuxième partie de saison, du moins j'espère. Donc je suis pas trop inquiet, mais c'est vrai que là la tendance peut nous faire croire ça. En tout cas, c'est ce qu'il y a à retenir, surtout que les femmes sont plus régulières, je pense. Et ça va être cool à suivre à Roland. Tu partages, Josh? Ouais, alors après, c'est pas on va dire une science exacte, hein. Des fois, tu as les hommes qui sont plus solides, des fois, c'est les femmes. Là, c'est vrai que chez les femmes, les femmes nous ont délivré un meilleur tournoi. C'est des tendances, c'est des états de forme, c'est des périodes, des cycles. Et c'est vrai que moi aussi, j'aime bien ce qui se passe chez les femmes avec ce Big Three, allez, Big Four. J'ai envie de mettre Coco dans la discussion. 4 joueuses exceptionnelles. Et j'aimerais peut-être plus de joueuses qui arrivent à aller les titiller parfois. Jabber qui peut aller venir les titiller. Là, elle nous a fait quand même un beau tournoi, un beau quart. Mais voilà, il pourrait y avoir plus de joueuses qui pourraient venir couper ses têtes, ce qui nous donnerait un truc complètement fou. Et chez les hommes, c'est vrai que se dessiner aussi un Big Three avec Djokovic, Sinner et Alcaraz, là, on voit que Sinner, peut-être que physiquement, ça a commencé à coincer, même si c'était l'homme de l'année et qu'il a tout gagné et qu'il a été monstrueux pendant ces derniers mois. Djokovic est toujours là, il gère son calendrier, donc on le voit un peu moins, c'est normal. Et Alcaraz qui est blessé, donc ça s'est un petit peu cassé, attention. Mais ça pourrait aussi révéler de nouvelles têtes, ce qui est une bonne chose. Mais c'est vrai que les femmes ont montré que elles peuvent, le circuit féminin peut délivrer de bons storytelling, donc à suivre. Donc nous, on va scruter ça de très près à Rome et ce dès lundi avec le tirage au sort. On va voir un petit peu ce que ça nous réserve. Si tu veux patienter d'ici là avec du bon storytelling, tu as deux excellentes vidéos qui ont été faites par Josh qui revient un peu sur l'histoire du tournoi de Madrid, pourquoi ça a réussi peu au terrien et surtout l'histoire sur Daniil Medvedev qui est un petit peu la quatrième roue du carrosse en ce moment avec Sinner, Alcaraz et Djokovic qui à chaque fois, ou en tout cas de façon quasi presque systématique, le battent. Donc c'est intéressant, va voir ça et nous on se retrouve ce lundi pour Rome pour se projeter un petit peu sur le tournoi. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde. Ciao. Salut.